Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours avec joie que je vous retrouve sur les antennes de Mikuba Télévision et FM pour décrypter l'actualité de la semaine. Et vous le savez, Politico parle politique sans filtre. Nous sommes avec vous tous les vendredis à partir de 20h juste. Et comme chaque semaine, nous allons revenir sur les faits qui ont marqué l'actualité en RDC. Et cette semaine, il y a eu évidemment le verdict qu'on attendait du procès de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. On l'attendait ce vendredi, sauf qu'il y a eu un nouveau rebondissement et ce verdict a été renvoyé à une date ultérieure. On en parlera en détail avec mon invité ce soir. On reviendra sur le cas Constant Mutamba. Il est où? Est-ce qu'on a eu raison de le condamner, vu que ce vendredi même, on nous a signalé que la République a récupéré les fameux 19 millions de dollars, en tout cas la Robank, a récupéré l'argent du compte séquestre, comme l'avait dit l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice. On parlera aussi de la situation à Uvira et aussi cet incident qu'il y a eu à l'aéroport d'Ndjili avec le retour du président de la République qui revenait du Kazakhstan. Il aurait eu un temps de retard avant son atterrissage à cause d'une coupure d'électricité. Beaucoup des responsables de l'aéroport d'Ndjili sont aux arrêts en ce moment où on se parle. On en parlera aussi en détail avec mon invité ce soir, qui est M. Nathanaël Onokomba, leader de la jeunesse extra-système. Bonne arrivée. Merci beaucoup, M. Alain. Je suis gâté. Merci pour cette invitation. C'est vraiment immense pour moi, une joie immense de me retrouver sur votre plateau. Je pense que les débats seraient républicains, patriotiques, parce que je sais avec qui je suis face, un journaliste de haut niveau. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura les bonnes réponses à toutes nos questions qu'on a à se poser. Vous êtes un visage connu de l'espace médiatique congolais, et surtout dans les débats politiques. Vous défendez très souvent la position de la population. Et la première question que j'ai envie de vous poser tout de suite, c'est celle de savoir, avec une opposition Yanzala comme la vôtre, le peuple n'est-il pas abandonné à son triste sort? Merci beaucoup, M. Alain. Avant de répondre à votre question, laissez-moi saluer la jeunesse de Colosie. La jeunesse de Colosie, une jeunesse bourgeoise. J'ai vu toute la jeunesse de Colosie en des voitures, tous les jeunes de Colosie ont des voitures. J'ai vu toutes les rues de Colosie être asphaltées. Je salue la jeunesse de Colosie où aujourd'hui qui travaillent dans des mines, ils sont très bien payés, ils ne sont plus exploités. Je salue la jeunesse de Colosie où je vois que grâce à la redevance minière de la province, chaque jeune a une maison. Je salue la jeunesse de Colosie où j'ai remarqué que chaque jeune de Colosie aujourd'hui a un emploi. Je salue la jeunesse de Colosie, principalement ceux qui habitent dans les quartiers Kabila où j'ai vu toutes les routes sont asphaltées. Je salue la jeunesse de Luilou où j'ai remarqué que la route a été asphaltée aussi. Je salue vraiment cette jeunesse. Je pense que toutes les jeunesses de la République vous envient. Et je pense que vous devez aussi partager votre expérience avec ceux de Kinshasa et surtout, pourquoi pas, ceux de l'Équateur. Merci. Alors là, je réponds à votre question pour dire que... Je n'ai pas envie de rebondir sur tout ce que vous venez de dire. J'estime que c'est le constat que vous faites, même si c'est justement de l'ironie. On y reviendra sur l'état de la ville de Colosie, dont l'image est vendue positivement à travers le monde. Mais d'abord, revenons à ma question. L'opposition Anzala, maintenant, vous ne faites plus rien pour la population. La population est abandonnée. Non, 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 non. Les gens dire opposition à Nzala, c'est compliqué parce que moi, je ne suis pas de l'opposition. Je suis de la jeunesse extra-système. C'est une nuance. L'opposition, c'est le peuple. L'opposition, c'est tout le monde. Il n'y a pas, je suis contre le fait de penser que l'opposition représente 5, 4, 6 individus qui, du reste, peuvent organiser des manifestations. Mais pour moi, l'opposition, c'est cette frange de la population qui ne se retrouve pas dans la politique mise en place pour la gestion de leur pays. Et cette opposition-là, c'est toute la population. Cette opposition-là, c'est la jeunesse ici, la jeunesse là-bas. Et moi, quand je regarde la population, je m'identifie à une jeunesse extra-système, une jeunesse pauvres, enfants de militaires, enfants de créateurs, enfants de policiers, enfants de travailleurs, enfants de vendeuses de pain, toutes ces personnes-là qui n'ont pas la chance de bénéficier de bien-être du pays, c'est eux l'opposition. Alors moi je pense que eux, ce ne sont pas l'opposition à Nzala, mais peut-être qu'ils ne sont pas encore activés, mais je pense qu'ils sont très forts. Et avec l'appui
de ceux que nous considérons comme les leaders, à ce moment-là, vous verrez la tendance changer. Mais dire que l'opposition Nzala, c'est faire allusion aux individus qui, du reste, n'est pas réellement l'opposition. Parce que l'opposition, c'est cette population qui ne vit pas les bonheurs de son pays. Oui, l'opposition a besoin aussi d'être orientée par des leaders. Vous-même, vous vous présentez comme leader de la jeunesse extra-système. Ça veut dire quoi? La jeunesse extra-système, c'est cette jeunesse délaissée. C'est cette jeunesse qu'on mobilise. Vous savez, M. Alain, pour que quelqu'un soit élu député, il recherche la jeunesse extra-système. Enfants des mamans maraîchères, les enfants de crézeurs, les enfants de policiers, les enfants de fonctionnaires, ceux qu'on donne 5 000 francs. La jeunesse extra-système, c'est ceux qui ont étudié et qui ont besoin d'une recommandation pour avoir un emploi. La jeunesse extra-système, c'est ces jeunes-là qui est licencié, mais aujourd'hui qui est devenu un travailleur ou bien un garçon de course quelque part. La jeunesse extra-système, c'est ces journalistes professionnels qui ont fini ses études, mais qui aujourd'hui n'a pas d'emploi. Il se retrouve dans la cabine en train de vendre les unités. La jeunesse extra-système, c'est l'enfant de ces militaires morts au front, aujourd'hui considérés comme démunis. La jeunesse extra-système, c'est toutes ces personnes qui, du reste, n'ont pas le droit, n'ont pas la capacité de bénéficier du bien-être du pays. Et ceux-là n'ont pas la voix. Ceux-là n'ont personne de parler à leur nom. La jeunesse extra-système, c'est ces mamans qui vendent les pains à court de route, qui pensaient que envoyer leurs enfants à l'étude ou faire les universités ferait en sorte qu'ils deviennent quelqu'un de demain dans la vie. Mais après les études, les enfants deviennent qui? Des chômeurs. Et ceux-là, moi, je suis leur porteur de voix. Et je pense que c'est eux le vrai détenteur du pouvoir. Parce que vous allez remarquer, quand il faut mobiliser la rue, c'est nous qu'ils cherchent. Quand il faut exiger la libération d'un acteur politique, c'est nous qu'ils cherchent. Quand il faut mourir dans les marches, c'est nous. Avez-vous attendu l'enfant d'un gouverneur, d'un ministre, d'un député être tué lors des marches? Non. Parce que c'est nous qui représentons la force. Mais ils nous exploitent pour venir encore nous faire du mal. Voilà pourquoi cette fois-ci, on s'est dit, trop c'est trop, on doit maintenant changer les choses. Comme on dit à Lingala, il faut tout bourrer match pour match à triquer. Espérons que cette jeunesse sera au rendez-vous pour vous écouter, parce que c'est la même jeunesse qui est facilement manipulable du temps, notamment pendant la période des élections. Facilement, elle change de position et difficilement elle revendique sa victoire au cas où elle aurait voté pour les personnes qui devraient la représenter. On verra si votre discours va avoir écho au sein de cette même jeunesse. Ouvrons notre premier dossier qui concerne le procès Kabila. Ce vendredi, pour ceux qui nous regardent en direct, on attendait le verdict de la haute cour militaire. Mais patatras, surprise, la partie civile, qui représente donc la République, a décidé de demander la réouverture des débats afin de pouvoir faire témoigner d'autres témoins et revoir à la hausse ce que Kabila devrait payer à la République, soit au lieu de 24 milliards, les avocats de la République ont donc réclamé 30 milliards de dollars. Votre réaction? Moi, déjà, dès l'entrée de jeu, je vais dire ceci. Le Congo que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le Congo que Lumumba, Kassavo, Bouchombe se sont bâtis à l'indépendance. Ce Congo-là a été enterré avec Mobutu, parce que Mobutu a dirigé le Congo qui a accédé à l'indépendance. Le Congo que nous avons aujourd'hui, c'est l'invention des hommes qui se sont réunis à Sun City en 2002 pour aboutir en 2003 à un dialogue inclusif et donner naissance à ces Congos. Et ces Congos avaient une mission, créer les institutions, rétablir l'état de droit, doter les pays d'une constitution et développer le Congo d'ici 30 ans. Alors, parmi les géniteurs de ce Congo, se retrouve cet homme, Joseph Kabila Kabange. C'est la première de choses. Il est le symbole de la naissance du Congo. Parce que moi, quand vous regardez l'histoire de notre pays, vous lisez d'ailleurs, vous allez voir que depuis 2001, en 2003, le président Kabila a effectué beaucoup de démarches. Le 6 septembre 2001, je me souviens, il a signé un accord avec le Rwanda pour que le Rwanda se retire de nos sols. Le 30 septembre, il signe avec l'Ouganda. Il approche Bemba en 2002 pour un accord de cascade qui n'a pas abouti. 2002, il signe le dialogue de Sun City. Alors, il faut savoir que toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes qui sont autour du président, ils étaient en Belgique, en train de bénéficier de bénéfices du gouvernement belge, des allocations familiales, parfois des aides aux réfugiés, pendant que les autres étaient en train de réfléchir pour ces Congos. Ça, c'est la première de choses. La deuxième de choses, quand on est en train de réfléchir pour la constitution de ces pays, réfléchir pour les lois de la République de ces pays,
tout le monde et le président de la République n'était pas au pays. Il y avait cet homme-là au pays, Joseph Kabila. Alors, même par respect pour le pays, pas pour lui, pour le pays, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Moi, je pense que ceci est une étape qu'on est en train de franchir, où nous allons regretter dans les années à venir. Parce qu'on ouvre une voie qu'on ne saura pas réparer, parce qu'il il est le premier ancien chef d'État congolais à être en vie, mais il n'est pas le dernier. Le prochain, c'est le président Félix en 2028. Et si tel est le cas, moi je pense que ces procès n'aident pas la République. Oui, mais ce n'est pas pour autant, pour toutes les raisons que vous citez là, que si M. Kabila a eu à violer la loi, que la justice devrait fermer les yeux. Si nous sommes réellement dans une république que lui, Kabila, a aidé à constituer, ben, au cas où il viole la loi, il ne devait pas être au-dessus de la loi. Bien évidemment, voilà pourquoi. Moi, j'aime le principe de droit qui dit « nous le crimen, nous la poéna sine légué ». Il n'y a aucune condamnation, aucune procédure sans loi. Je respecte, personne ne peut violer la loi. Mais quand quelqu'un a violé la loi, pour l'arrêter, qu'est-ce qu'il faut? Il faut respecter une procédure inclue dans la loi. Elle n'a pas été respectée. Mais Joseph Kabila, c'est un ancien chef d'État. Vous levez ses immunités comme sénateur, c'est flou. Vous basez votre argumentaire sur les déclarations. Mais il est sénateur. C'est un ancien chef d'État. Oui, mais il y a aussi sénateur. Parce qu'il y a une loi portant statut des anciens chefs d'État qui est une loi spéciale qui déroge de la loi générale qui est la Constitution. Donc à ces moments-là, est-ce que ces élevés des immunités ont été respectés? Nous avons vu. Alors, quelle a été la motivation? Vous savez, nous sommes dans un contexte très serein. Il faut savoir que Léopold D a massacré nos parents à l'Équateur. Il a coupé le main. Avez-vous attendu les Belges se désolidariser de lui? Mais Léopold D n'est pas belge. Mais il a sali l'image de la Belgique. Mais parce qu'il est le roi, il était le roi, le symbole du pays. Il y a des choses qu'on ne fait pas pour le bien-être du pays. Il y a des amnisties qu'on accorde aux rebelles, les gens qui ont fait du mal. Pourquoi? Pourquoi on accorde des amnisties? Pensez-vous qu'aujourd'hui, si on doit appliquer la loi, M. Jean-Pierre Bemba serait vice-premier ministre dans ce pays? Non, il ne le serait pas. Il avait son MLC comme mouvement rebelle. Mais parce que l'État veille en sorte que les gens puissent vivre en harmonie, on s'est pardonné en 2003. Il y a même des maisons qu'on a restituées aux gens. Je pense qu'à un moment donné, au-delà de l'émotion, il faut apporter de la sagesse et voir loin. Parce que ce que nous disons ici, ça ouvre, tout le monde a vu, les gens ont remarqué qu'il n'y a aucune procédure n'a été respectée. La levée de ses immunités, base de ses accusations, déroulement de procès, on remet en cause son identité, on remet en cause sa nationalité. Vous voyez, toutes ces choses, dites-moi comment on va nous trouver sérieux et pour quelle finalité? Kabila n'est pas au pays, on ne l'a pas arrêté. Si on les condamne, ça change quoi? Mais au moins on peut saisir, c'est bien. Mais on a saisi les biens. Attendez, en ce moment, c'est vrai que Kabila n'est pas au pays, mais il a encore des sources de finances qui fonctionnent. Il a des biens qui continuent à produire de l'argent pour lui et ça l'aide à alimenter la guerre. En tout cas, c'est ce que disent les avocats de la République. Donc il faut couper la source de financement. On aurait au moins résolu en partie cette guerre. Vous savez, je suis parmi les gens qui aujourd'hui, si la justice de la République démocratique du Congo prouve que Joseph Kabila est le fondateur du M23, je vais soutenir et je serai contre le président Kabila. Parce que du reste, je l'ai combattu en 2015, en 2016. J'ai perdu même l'un de mes frères le 19 janvier 2015, lorsqu'on manifestait contre la loi qui devait cristalliser les recensements pour qu'il y ait élection. Mais ce n'est pas ça le problème. Pensez-vous que Corneille Nangaa, on l'a ravi tous ses biens, il est condamné à mort. Les M23 ont-ils quitté la RDC? Non. Disons aujourd'hui, si Kabila, moi je me mets dans la peau, si Kabila était derrière le M23, Kabila est celui qui a mené l'opération du Front Nord pour la conquête de la République démocratique du Congo, à Kisangani. Il a vaincu le Zaïre avec le Faz. À cette époque-là, c'était un jeune qui vient de la brousse. Pensez-vous que s'il veut faire la rébellion aujourd'hui, il va se bloquer avec l'armée que lui-même il a mis en place, où il connaît les stratégies? On doit quand même, on ne peut pas... Moi je me dis, parfois c'est bien, les discours politiques c'est bien, mais l'IDPS ne peut pas nous pousser à réfléchir comme eux.
C'est notre pays, ça va rester. Même si on condamne Kabila aujourd'hui, ça ne va rien changer. Mais moi, je pense que le président Félix est un homme qui écoute. Je pense qu'il va écouter. Il doit faire, il doit penser à nous. Parce qu'ils sont en train de partir. Ils doivent penser à nous. Qu'est-ce que ça va ouvrir? Cette condamnation contre Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous analysez le fait qu'on ait trouvé une raison de reporter le verdict qui était fixé à aujourd'hui? Les débats étaient déjà clôturés, l'affaire a été prise en délibéré par la Cour. C'est aujourd'hui qu'on attendait donc ce vendredi pour ceux qui nous suivent en direct. Est-ce pour vous un moyen trouvé par le régime Tshisekedi de gagner le temps, et gagner le temps pour quoi faire? Moi, je l'ai dit à l'ouverture du procès, le régime de l'UDPS n'ont rien à proposer sur la table lors de négociations. Ils ont deux options. La première option, ils devaient proposer les libérations de prisonniers. D'abord, les prisonniers de l'AFC, vous avez remarqué. Et deuxièmement, il faut proposer la condamnation de Kabila. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le président Félix ne peut pas faire le dialogue maintenant. Et il ne le fera pas maintenant. Au moins que je m'y trompe. Si le régime de l'UDPS fera le dialogue, c'est en 2026, vers la fin, ou 2027. Parce que pour eux, ils doivent gagner les 2 ans que Kabila avait gagné en 2016. Et pour le moment, le temps se présente mal pour eux. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir de gages. Et parmi ces gages, il y a la condamnation du président Kabila, qui vont mettre sur la table comme action de bonne foi, afin de convaincre les autres à venir au dialogue. Ils veulent avoir quelque chose à offrir. Quelque chose à offrir. En échange de ce que Kabila devrait offrir aussi. Devrait offrir. Il va dire, bon, nous, on te lave, toi, tu acceptes. Tu acceptes. Vous voyez, pour l'instant, ils n'ont pas ce moyen de rien. Pression. C'est comme vous avez, avec le rebelle de AFC. Ils ont proposé, les rebelles de AFC ont proposé le cessez-le-feu, libération des prisonniers. La RDC avait ses prisonniers, ils ont proposé les libérer. Donc, dans les négociations, il faut avoir quelque chose. Et moi, je pense que c'est une manière pour le régime de l'UDPS d'avoir quelque chose à offrir. Mais ceci ne profite à rien à la population et surtout à la jeunesse que je défends. Parce que ça fait qu'empirer la situation. Et le président Félix peut résoudre ce problème sans passer par là. Parce que demain, il serait un ancien président. Il serait un ancien président. Il a aussi ses biens. Personne n'aurait imaginé dans ce pays, j'ai dit bien personne n'aurait imaginé dans ce pays que Kabila serait traduit en justice. Personne ne pouvait imaginer dans ce pays en 2015 que Jeannette Kabila serait entendue à la DEMIAP. Personne n'est fort éternellement. Comme l'a dit mon ami Lola, tout le monde est maîtrisable. En citant Félix Tshisekedi, il fait quand même l'exception. C'est l'un des rares présidents que nous avons eus qui n'a pas de biens, en tout cas à travers la République, un peu comme Joseph Kabila ou bien Mobutu. On voyait qu'ils avaient des immeubles, ils ont de biens visibles. Tshisekedi n'en a pas. C'est peut-être là le fait qu'il montre par l'exemple qu'il n'est pas au pouvoir pour s'enrichir. Et ainsi, ceux qui ont été au pouvoir pour s'enrichir, il a le droit de les traquer. Non, non, moi je pense que la maison civile du chef de l'État, la maison civile du président veille à sorte que il soit bien rémunéré et qu'il gère ses biens. Peut-être il a opté pour la discrétion. Moi, je ne crois pas que le président Félix n'a pas de biens ici au pays. Je pense qu'il a de biens au pays. Et sauf que la manière de... C'est plus discret. Oui, la manière de démontrer cela, parce qu'il a un salaire, c'est un père de famille. C'est un époux, il doit léguer l'héritage. La maison civile reçoit de l'argent. C'est pas en vain. Le président s'habille très bien, vous le savez. Et derrière, de par son accoutrement, vous allez comprendre que le président a des biens. Mais juste que nous, on ne sait pas où ça se situe. On ne sait pas là où ça se situe, mais il a ce bien. Restons sur l'aspect sécuritaire. Quittons le procès Kabila, dont on va attendre le verdict. Allons à Uvira, à la ville d'Uvira, avec cette situation assez rocambolesque, avec ce général nommé par le président de la République, refusé par les Wazalendo et la population civile, la société civile qui a eu à manifester. Il y a eu des morts, dont un enfant qui a reçu une balle perdue. Finalement, on a appris que le général Olivier a quitté Uvira précipitamment dans la nuit. On ne sait pas par où il est passé, même si de manière officielle, le gouvernement ne confirme pas son départ. Comment vous jugez la gestion de cette situation à Uvira? Est-ce un signe de la faiblesse de l'appareil de l'État?
Moi, je l'ai dit tantôt, je pense qu'avec un journaliste, votre confrère, avoir le Ouazalendo dans notre pays est une arme en retardement, une bombe en retardement. Parce que la Constitution garantit réellement que tout Congolais a droit de défendre sa patrie. Et il y a une loi sur le réserve qui existe. Mais ceci n'est pas dit aux Ouazalendo, groupe d'autodéfense. Parce que vous avez suivi l'armée, c'est dit qu'ils ne contrôlent pas les Ouazalendo. Donc il n'y a aucune différence entre les Ouazalendo et d'autres mouvements rebelles. À la seule différence, les Ouazalendo appuient l'armée, les mouvements rebelles combattent contre l'armée. Mais dites-moi, le jour où ils seront déçus, les jours où ils n'auront plus ce qu'ils recherchent auprès de la République, ils seront à nouveau des groupes rebelles que nous allons traquer demain. Parce que, souvenez-vous, les Maï-Maï ont commencé comme ça. C'était pour appuyer, c'était pour défendre la patrie. Mais après, quand ils sont déçus, ça devient pareil. Moi, je pense que le président de la République, étant le commandant suprême, doit veiller d'abord sur cette situation. Parce que si ça dégénère, aujourd'hui, ils ont refusé un général. Et si le président dialoguait demain et qu'eux, ils refusent le dialogue? Ils refusent déjà le dialogue. Oui. Tout ce qui a été signé à Doha, et ils ont rejeté tout ça. Et avez-vous déjà imaginé quelle serait la réaction si l'État applique toutes ces résolutions ou l'État amène le M23 dans les tables de négociation? Ils vont aller en brousse. Parce qu'ils vont dire l'État les a trahis. Et ce sont les morts qu'on est en train d'entretenir demain. Donc vous allez remarquer que pour moi, je pense qu'on ne peut pas gérer l'État sur base des émotions. L'État est un domaine sacré où avant de prendre des décisions, vous ne les prenez pas pour vous. Moi, ça m'a fait mal. J'ai dit à mes amis, j'ai dit, comment ces gens peuvent s'opposer à une ordonnance? C'est quand même l'ordonnance du président. Et aujourd'hui, avec la légèreté, il y a les gens qui peuvent dire, j'ai suivi les porte-parole du gouvernement qui dit, non, non, nous, on ne gère pas ces gens-là, ils appuient l'armée. Vous ne les gérez pas, mais ils ont des armes. Or, la détention illégale d'une arme au Congo est une infraction. Donc, ces gens-là détiennent illégalement des armes. Et vous êtes fiers d'eux. Il y a des morts aujourd'hui. Croyez-moi, c'est une situation qu'il faudrait être rigoureux avec le régime de l'IDPS. Parce que si on la met dans un terrain, bon, c'est leurs affaires, c'est leurs histoires, on les avait dit. Mais c'est nous qui allons périr demain. Moi, j'ai envie d'aller habiter à Ouvira. J'ai envie d'aller habiter là-bas. Peut-être mes enfants vont grandir là-bas. Et s'ils grandissent là-bas et que le Ouazalendo rentre en bourse, quel serait l'avenir? Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a été dépêché sur place pour essayer de comprendre ce qui se passe sur place. Mais jusqu'ici, en tout cas, la position de Ouazalendo et de la population sur place, c'est qu'ils ne veulent pas de ce général Olivier. En acceptant que monsieur le général Olivier ne puisse pas être maintenu au poste où il a été nommé, est-ce que le pouvoir central serait en train de capituler devant ce mouvement, ce groupe qui l'appuie? Est-ce que ce serait un signe de faiblesse vis-à-vis des ennemis de la République, notamment les M23 et l'agression rwandaise? Un très grand signe de faiblesse. Il faut ajouter aussi de lâcheté. Le président de la République a signé l'ordonnance. Et c'est le document qui est revêtu du plus grand pouvoir dans notre pays. Quand le président signe une ordonnance, c'est la volonté du peuple qui est coulée en écrit, parce qu'il a été élu. Et aujourd'hui, si devant le caprice de Ouazalendo, un groupe que vous ne contrôlez pas, comme dit l'armée, vous ne contrôlez pas, qui vous appuie, mais qui vous dicte ce que vous êtes censé faire. Donc vous devez mettre un général selon eux, selon leurs intérêts, pas pour les intérêts de la République. Parce qu'eux, ils appuient la République. La République a trouvé ses intérêts dans ses généraux. Et ils disent, pas ces généraux, parce que nous n'avons pas trouvé nos intérêts. Ils ont plus d'informations que le président de la République. Personne n'est plus informé que le président. Je vous rappelle, lui-même, il a dit qu'il est mieux informé que tout le monde. On va avancer. On va avancer. Parlons à présent de cette pétition en cours contre le président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe. Pétition qui aurait déjà recueilli plus de 230 signatures de députés. Et ceci se passe avant la rentrée parlementaire, la session de septembre. Moi, j'ai envie de commencer d'abord par vous poser la question par rapport à la sortie médiatique du président haï de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, qui a laissé entendre, parce qu'il a été consulté par les pétitionnaires,
qui a laissé entendre qu'il attend consulter le président de la République, qu'il considère toujours comme étant le décideur de l'UDPS, et que c'est lui qui va dire à l'UDPS quelle position prendre par rapport à cette pétition en cours contre son allié Vital Kamerhe. Oui, mais je pense que l'argument d'Augustin Kabouya tient la route parce que le président Félix est le président actuel de l'IDPS. Oui, mais ce n'est pas normal. Ben oui, ce n'est pas normal. Et c'est la violation de la Constitution. Il est jusqu'aujourd'hui le président de l'IDPS. Et Kabouya est que AI. Il ne peut pas prendre une décision pareille parce que AI fait l'intérim. Si on fait l'intérim, c'est que le titulaire y est. Donc parce que le titulaire est là, il doit faire recours au titulaire. Et il ne peut pas prendre une décision pareille et pourtant il est en train de gérer juste les affaires courantes. Donc moi je pense que la destitution de Vital Kamerhe, ce n'est pas quelque chose d'hasard. C'est un plan. Parce que, un plan pour faire quoi? Non, c'est un plan parce que Kamerhe doit être candidat en 2028, n'oubliez pas. Il a laissé en 2023, mais l'air ticket cash depuis Kenya, c'était après moi, c'est toi. Et nous sommes en train d'aller vers la fin. Et le régime de l'IDPS ne veut pas laisser le pouvoir maintenant. Et Kamerhe devient gênant. Voilà pourquoi on n'a pas voulu qu'il soit président de l'Assemblée nationale. On n'a jamais voulu. Kamerhe est passé là-bas par force. Parce qu'il avait créé son PCR, et puis des deux, ils ont mis pour la première fois le primaire, et Kamerhe a remporté. Ils ne pensaient pas, les députés de l'IDPS, et tous, ils ont voté pour Mbosso. Mais Kamerhe est là par lui-même. Maintenant, il est temps de le faire sauter parce que Kamerhe va bloquer les changements de la Constitution, parce que Kamerhe va bloquer plusieurs résolutions qui feront en sorte que le président Félix reste au pouvoir, parce que Kamerhe va exiger le respect de l'accord de Cash, alors il faut le pousser à la porte. Mais est-ce que le temps est bien choisi pour faire tout ça? Nous sommes quand même en pleine guerre. Est-ce qu'avec tout ce qu'on vient de dire en première partie de cette émission, ceux qui ont initié cette pétition ont choisi le bon moment? Bon, les bons moments, ce n'est pas les bons moments pour la population, ce n'est pas les bons moments pour le pays, ce n'est pas les bons moments pour le bien-être de notre nation, mais c'est les bons moments pour l'IDPS. Parce qu'aujourd'hui, le pays est maîtrisé. Il y a tout partout. Alors, pour le moment, pour eux, c'est bien de faire sauter Kamerhe maintenant. Ensuite, de l'empêcher de se faire d'abord de l'argent. De l'empêcher d'avoir plus d'alliés. Parce que, aussi longtemps que les années sont en train d'avancer, le régime de l'IDPS tend vers sa fin. Et l'espoir que Kamerhe devienne président est en train de se nourrir. Les autres peuvent s'allier à lui. Alors, il faut vraiment le mettre d'abord dehors, hors circuit, pour ne pas voir ce qui se passe. Et nous, maintenant, on s'organise. Je pense que l'IDPS est en train de jouer à ces jeux, être pyromane à même moment, et ça perd pompier à la fin. On va voir ce que ça va donner. Vital Kamerhe, c'est quand même un allié de poids de Félix Tshisekedi. Si on arrive à l'éjecter de la tête de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il n'y a pas risque qu'il puisse se rallier aux rebelles? Non, non, Vital Kamerhe... Et dans ces cas-là, ce serait l'UDPS et le régime qui perdaient tout. Non, non, Vital Kamerhe va sauter parce qu'il ne représente rien maintenant. Vital Kamerhe du Walungu, c'est un leader de l'Est. C'est un leader de l'Est. Et sa force, c'est le fait de donner l'Est à son allié. C'est ça la force de Vital Kamerhe. Et l'UDPS imagine maintenant que parce que l'Est est occupé, on n'a plus besoin de Kamerhe. Okay. L'Est est occupé. Il n'a plus de base. Il n'a plus de base. Il va dire quoi? Il va faire quoi? Là-bas, c'est le rebelle qui occupe. Et le Sud, eux, le Nord. Kivu. Alors lui, il représente quoi? Il n'est pas leader, pour eux, il n'est pas leader de Kinshasa. On avait besoin de lui pour l'Est. On avait besoin de lui pour qu'il nous donne l'Est. Maintenant, l'Est est occupé. L'Est est contrôlé par Nanga. Kamerhe ne vaut rien. Bahati d'ailleurs, n'en parlons pas. D'où l'IDPS aujourd'hui choisit de se séparer de Kamerhe parce que Kamerhe ne va rien leur apporter pour l'instant. Au contraire, ils pensent le fait que Kamerhe est là est en train de lui donner encore de moyens et de légitimer pour qu'il devienne président. En parlant de cette question, je commençais par vous dire que le président Haï de l'UDPS a dit que le président Tshisekedi continue à décider pour l'UDPS, ouais, ce qui est en contradiction de toutes les lois de la République. Surtout la Constitution. Est-ce que
le président Tshisekedi devrait être poursuivi en justice pour violation de la Constitution. Tout à fait normal. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas, vous, de l'opposition? Bon, en fait, même si vous ne vous qualifiez pas de l'opposition. Non. Pourquoi est-ce que... Non, je suis de l'opposition. Mais oui, ok. Mais oui, vous nous avez dit que vous n'étiez pas vraiment de l'opposition, mais de la jeunesse extra-système. Oui, je suis de l'opposition parce que les gens risquent de penser que, vous voyez, un peu, je suis ni de la société civile, je suis de l'opposition, mais mon opposition, c'est avec la jeunesse extra-système. Pourquoi est-ce que, en sachant tout cela, en ayant des éléments de preuve avancés publiquement par le président AI actuel de l'UDPS, vous n'initiez pas une action contre le président de la République pour haute trahison? Pour aller où? Le procureur après la Cour constitutionnelle, celui qui est censé enclencher cette action publique contre le chef de l'État, ne fait rien. C'est lui qui est censé diligenter cette action. Même si vous apportez tout à son office, il ne va rien faire. Vous allez amener ça où? Devant. Vous n'avez pas confiance à la justice? On a confiance à la justice, mais on préserve notre énergie pour d'autres combats. Vous allez amener ça, et puis où? À l'Assemblée nationale, où il a 90% ou 80% de députés de l'Union sacrée. L'opposition n'a que 26 ou 27. Après ça, est-ce que le Congrès va lever les immunités? Mais il ne serait pas mieux d'initier l'action en justice et voir la justice bloquer l'action? Au moins, vous direz, on l'avait fait. Initier où? Parce que quand vous partez déposer chez les procureurs qui va apprécier l'opportunité. C'est une démarche comme si... C'est comme, hein, vous perdez les élections en 2023 et vous dites nous irons à la Cour constitutionnelle réclamer nos voix. C'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Parlons du cas Moutamba. Très rapidement, le temps passe trop vite. Le cas Moutamba, Constant Moutamba, condamné à 3 ans de travaux forcés, 5 ans d'inéligibilité. Il devrait bientôt rejoindre sa cellule à Makala. Selon vous, Constant Moutamba est-il un héros pour la jeunesse ou un traître? Bon, non, Constant Moutamba n'est pas un héros pour la jeunesse. Je vais l'expliquer pourquoi. Vous savez, quand vous brillez, mais il est un jeune, il est de la jeunesse extra-système. Okay. On n'a jamais connu son père. Il n'a jamais été favorisé. Même si c'est son père qui est son suppléant. Voilà. On a connu son père grâce à Moutamba. Voilà. Moutamba, M. Constant Moutamba a souffert comme nous autres. Il a bâti son nom seul. Il a bâti Nojek seul, comme il aimait le dire. Il avait une vision, changer les choses. Ça, on doit le reconnaître. Il s'est frayé son chemin. Mais, il a fait une erreur. Au lieu de briser le système, il a intégré les systèmes. Quand vous intégrez les systèmes, vous oubliez votre combat. Vous intégrez les systèmes, soit vous êtes avec le système, soit le système vous injecte. Moutamba s'est retrouvé dans les systèmes, il a oublié tout ce qu'il avait comme combat. Dans les systèmes. Entrer dans les systèmes ne l'a pas adopté. Mais il a cru que le système l'a adopté. Et quand il a essayé de détourner, le système l'a injecté. Il a essayé de détourner? Oui, il a détourné. L'argent a été restitué. Ouais. C'est rentré dans la caisse de l'État. Bien sûr. C'est pas dans ses poches. Non, non. Les détournements, c'est une infraction technique de droit. Ce n'est pas le vol. C'est le vol qui est une soustraction frauduleuse des biens meubles appartenant à autrui. Le vol, c'est constate. Donc, j'avais 2 biscuits, il me reste un seul biscuit. Mais le détournement, c'est le fait juste même de violer une procédure, de changer ne serait-ce que la destination d'une somme destinée à X choses ou à X choses. Et ça a été prouvé que Constant Moutamba n'a pas reçu beaucoup des autorisations qu'il fallait. Nous avons suivi les procès. Ouais. Et c'est ça en fait. Ce n'est pas le vol. Les gens disent, surtout en Lingala, on dit « Ah, aïbite mbongo ezali ». Mais ce n'est pas ça les détournements. Ce n'est pas les détournements, même au niveau de l'intention. Mais la punition qu'il reçoit n'est-elle pas un peu plus sévère que celle réservée à ceux qui ont réellement pris l'argent et l'argent a disparu dans la nature? C'est là où j'étais en train d'expliquer qu'il était de la jeunesse extra-système. Il entre dans les systèmes lui accueillent, mais ne lui adoptent pas. Il intègre le système, mais ne lui adopte pas. Qu'est-ce qui se passe? Nous, jeunes, quand nous sommes populaires, nous avons une vision, il nous manque juste de l'argent, non? Pour être un grand politicien. Les gens, le système connaît très bien que s'ils nous laissent indépendamment, on devient de plus en plus grand. On sera un danger pour eux. Alors, ce qu'il faut, soit tu nous donnes l'argent, il tue notre carrière politique, notre aura. C'est ce qui s'est passé avec Moutamba. Moutamba, au niveau du système, il n'était pas adopté, mais il devenait populaire. Il avait des ambitions.
Et il voulait se faire de l'argent. Comment ça n'était pas adopté? Il parlait très bien avec le président de la République. Parler avec le président de la République, ce n'est pas être adopté par le système. Je te dis, les systèmes, et même jusque dans la société civile, même jusqu'à l'opposition. Les systèmes, ce n'est pas que pour ceux qui sont au pouvoir. C'est tout un réseau. Et pour briser ça, M. Alain, ça va nous coûter des vies. Et quand vous êtes là, il y a les autres qui ont servi depuis longtemps, ils n'ont jamais été ministres de la justice. C'est le summum d'un avocat, d'un juriste. Et quand vous occupez une fonction pareille, et ils pensent que tu ne mérites pas ces postes. Alors, le système ne t'a pas adopté parce que tu n'as jamais voulu coopérer avec le système. Est-ce que, mis à part cette erreur de parcours, j'ai qualifié ça comme ça, cette affaire de 19 millions, on peut considérer que Moutamba est un modèle pour la jeunesse? Non. Par rapport à la manière qu'il a géré ce ministère? Non, par rapport à la manière de gérer le ministère, Moutamba m'a personnellement déçu. Et je crois qu'il a déçu beaucoup de jeunes. Comment ça? Lorsqu'on accède au pouvoir, ou on a le pouvoir politique, ne courons pas derrière le privilège que ce pouvoir accorde, mais plutôt cherchons à savoir les responsabilités que ça incombe. On ne vient pas au pouvoir pour prouver. Le ministre Constant Moutamba ne s'est pas bien comporté en tant que ministre de la Justice. Il a fait quoi? Il a été très populiste. La deuxième des choses, il est allé en guerre avec tout le monde. Troisième des choses, il faisait des choses en marge de la loi. Au lieu de respecter la loi, il ne le faisait plus. Il a menacé tout le monde. C'est-à-dire, il a fait du ministère de la Justice. Mais ce n'était pas ça son rôle, ministre de la Justice. Il doit faire en sorte que tout le monde puisse avoir peur de la loi. Le problème, c'est que les ministres de la Justice, ce n'est pas lui qui fait respecter la loi. Ce n'est pas lui. Le ministre de la Justice mène la politique judiciaire de l'État. C'est-à-dire, il s'occupe du secteur pénitentiaire, il s'occupe de la vie de magistrats, il s'occupe des frais de justice, il s'occupe de l'administration, c'est-à-dire l'administration de la justice. C'est un peu ça. Ce n'est pas lui qui fait respecter la loi. La loi est appliquée et fait respecter par le Conseil supérieur de la magistrature, qui n'est pas du pouvoir exécutif, mais du pouvoir judiciaire. Alors lui, il a cru qu'il était la loi. Or, même lui, il était soumis à la loi. C'est ça le problème. Donc, on n'est pas ministre de la Justice croyant que c'est nous qui faisons respecter la loi. Non. La loi s'est fait respecter par le juge. Parce que seul le juge qui dit le droit, c'est le juge qui fait respecter la loi. Mais M. Moutamba était populiste. Tout ce qu'il a fait, le palais de justice est devenu un centre où on tient de meetings. Vous voyez, manquer du respect à la première ministre. Tout ça, ça prouve, et moi ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des députés qui se sont permis de traiter la jeunesse, d'être pressés. De dire à la face du monde que la jeunesse n'est pas préparée à gérer, que la jeunesse ne peut plus gérer. Pourquoi? Parce que le ministre Constant Moutamba a prouvé le contraire. Vous vous êtes senti visé. Très visé. Dans cette généralisation de la chose. Moutamba condamné, est-ce que vous pensez qu'il doit aller à Makala ou bien en résidence surveillée? Moi, je pense qu'il doit être libre, rentrer chez lui. Pourquoi? Si vous dites ici qu'il a détourné et que l'infraction a été consommée, pourquoi est-ce qu'il doit rester libre? Je vais aller simple. On a arrêté Moutamba parce qu'ils ont dit qu'ils doivent respecter la loi. Ouais. On a prouvé les détournements, dans la loi. Alors, s'il faut condamner, la condamnation est prévue par la loi. Alors, nous avons le code pénal. Article 5 énumère les peines réservées aux comportements infractionnels de notre État. Parmi ces 5 infractions, et parmi les peines requises dans l'article 5, il y a le travaux forcés. Mais ce que j'aime quand vous lisez l'article 6 du Code pénal congolais, dispose qu'il faut qu'il y ait une ordonnance fixant la procédure d'exécution de travaux forcés. Et quand les législateurs, vous descendez un peu, ils disent quoi? Les travaux forcés ne doivent pas être confondus avec la peine d'emprisonnement ferme et ne doivent pas être assimilés. C'est-à-dire, je suis condamné aux travaux forcés. Vous dites non parce que tu es condamné aux travaux forcés, tu dois faire la prison. Non, non. Travaux forcés, travaux forcés. Maintenant, aujourd'hui, jusqu'à ce jour, le président de la République n'a jamais signé l'ordonnance
portant fixation et modalité d'exécution de travaux forcés. Donc même les juges, le magistrat ne savent pas c'est quoi les travaux forcés. Et parce que cette ordonnance n'a jamais été signée, on ne peut pas envoyer quelqu'un à Makala. Quand vous l'envoyez en prison, quelle loi vous respectez? Il n'y a aucune loi. Vous l'envoyez parce que vous le voulez. Vous voulez le mettre en prison parce que vous le voulez, parce que la loi ne prévoit pas la prison pour quelqu'un qui est censé faire des travaux forcés. Si jamais il est envoyé à Makala, ce serait en violation de la loi. Ça serait la violation flagrante de la loi. Pourtant, il y a un ancien ministre, celui de la Santé, qui a fait la prison pour les mêmes faits, hein, détournement de fonds publics, l'argent de Ebola, si je ne me trompe pas, qui a même épuisé sa peine, qui est sorti de la prison. Pourquoi est-ce que Moutamba serait traité différemment? Il y a donc jurisprudence. Non, là. non, ce n'est pas une jurisprudence. Je vais vous expliquer. Déjà, même lui, c'était une faute grave. On a violé ce droit. Et moi, je pense qu'il doit porter plainte contre la République. Il a déjà porté plainte au niveau international, voilà. Et la République a été condamnée. Oui, et c'est ça aussi qui va arriver avec Moutamba. Impossible. Mais pourquoi M. Oli Ilunga, je crois, s'est retrouvé en prison? Parce que souvent, les gens qui sont poursuivis en étant mappés sous mandat d'arrêt provisoire, ils se retrouvent en prison centrale de Makala. Ils sont jugés en étant à Makala. Et directement, lorsque la condamnation intervient, les ministères publics s'arrangent qu'ils ne sortent plus. Parce que c'est lui qui signe la levée du MAP, c'est le ministère public. Et il s'arrange qu'il reste là-bas et qu'il fasse sa peine là-bas. Mais vous allez remarquer que Moutamba, quand on a condamné, les juges n'ont pas prononcé l'arrestation immédiate. Sauf que dans les faits, on l'a arrêté. Voilà, il n'est pas rentré chez lui. Voilà là où j'ai dit, c'est la violation de la loi. Qui ordonne l'arrestation d'un prévenu? C'est les juges. Il y a donc des forces obscures en dehors de la justice qui décident du cas Moutamba sans que les juges ne soient au courant, c'est ça? Bien évidemment, moi je l'ai dit ouvertement ici, le Constant Moutamba devenait populaire, Constant Moutamba avait des ambitions, Constant Moutamba avait amenant de moyens. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'éliminer parce qu'il deviendra un challenger pour le dauphin du président de la République. Très rapidement, en un mot, est-ce que ce qu'on vient de faire, ça ne l'a pas rendu encore plus populaire qu'il l'était avant? Mais on lui a frappé 5 ans d'inéligibilité. Les Congolais oublient facilement. C'est ça le problème. Avec les négociations en cours, tout ça, ça pourrait tomber, non? Bon, si ça pourrait tomber, eh bien moi je le souhaite, c'est une erreur de parcours qu'il puisse rebondir. On a besoin de lui dans la lutte. Mais moi je pense qu'on doit ouvrir les yeux et comprendre que le système ne nous pardonnera jamais. Bien. Je comprends, je note donc, pour vous, Constant Moutamba, en dehors de l'affaire des 19 millions, il n'est pas un modèle, étant donné qu'il a géré le ministère de la Justice en violation des règles, en violation de la loi. Restons sur la jeunesse. Je crois que c'est pour ça que vous êtes aussi ici à Kolwezi. Il y aura donc un grand congrès de la jeunesse qui sera organisé à la fin du mois de novembre prochain par la fondation MAP de Michael Tchibouid. Vous pouvez nous en parler? Oui, bien évidemment. Vous savez, la jeunesse n'a pas de camp politique. La jeunesse n'a qu'un seul camp. C'est le camp de la génération. C'est-à-dire, être à l'union sacrée, être à l'opposition, on est jeune et on est exposé aux mêmes réalités. C'est-à-dire, quand l'injustice est injustice, ce n'est pas parce que toi, tu soutiens quelqu'un que cette injustice ne va pas t'atteindre. Nous vivons la même réalité. On a la même souffrance. Si on n'a pas le parti politique en commun, on a la misère en commun. Si on n'a pas les autorités morales en commun, on a les embouteillages en commun. Si on n'a pas tout ça, on a quelque chose qui nous unit. D'où j'ai remarqué avec MAP, aujourd'hui, c'est une fondation qui veille en sorte de mettre un cadre en place, un cadre qui va réunir tout le monde, un congrès qui va réunir tout le monde, la jeunesse de l'opposition, la jeunesse de l'Union sacrée, la jeunesse société civile, les créateurs, les miniers, les économistes, donc la jeunesse dans son entièreté, de réfléchir, de parler. Cette fois-ci, pas pour faire une conférence et puis faire de photos, mais une conférence qui va aboutir au plaidoyer. C'est-à-dire, on apporte des questions, on résout les questions et on fait de cela le plaidoyer. Si c'est au niveau provincial, on donne au niveau provincial. Si c'est au niveau national, on donne au niveau national. Ce que j'ai aimé, c'est que dans ces congrès, on aura le temps de découvrir certaines réalités que nous ne faisons jamais face. Depuis ma naissance, je n'ai jamais expérimenté ce que le Créateur expérimente.
J'attends seulement les 13 heures. Mais je ne sais pas ce qu'ils expérimentent. Leur besoin aussi, peut-être, je ne sais pas. Mais ces jours-là, dans un congrès pareil, il y aura de 13 heures qui vont s'exprimer, qui vont parler de leurs problèmes, qui vont faire de plaidoyer et tout sera documenté. Pourquoi pas soutenir un congrès pareil? Mais ce qui me fait mal, vous allez remarquer qu'il y aura des gens qui vont dire non, non, nous on est de tel camp, on ne va pas venir. Ça, c'est le problème. Oui, mais le problème aussi, c'est peut-être la personne qui a initié ce congrès. Je rappelle que ça aura lieu le 28 et le 29 novembre prochain. On aura suffisamment de temps d'y revenir d'ici là. La personne qui initie, elle a été candidate, donc M. Michael Tchibouid. Pendant la campagne, il y a eu beaucoup de promesses, etc. Après, il a disparu dans la nature. Est-ce que ça ne va pas être la même chose avec ce fameux congrès que vous initiez, auquel vous appelez la jeunesse à participer? Vous savez, ça fait pas longtemps que je connais M. Michael personnellement, mais je l'ai connu à travers ses actions. Je peux même vous les citer. Vous savez qu'il a nourri tout un camp de réfugiés à Goma, mais on n'a jamais parlé de ça. La fondation évolue. Au-delà de Kolosi, la fondation n'est pas seulement la fondation de Kolosi. MAP, c'est pour tout Congo. Il y a des choses, des actions qui se mènent en tout Congo. Et il a été candidat. Ça c'est sa vie politique, mais qui ne l'enlève pas la nature d'être jeune. Il a été candidat, comprenez qu'il a perdu aux élections, illégalement après avoir gagné. Ah, il a perdu après avoir gagné, ça veut dire quoi? Bien évidemment. Je peux mettre, je ne suis pas de Kolosi, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut battre Michel Tchibouid ici comme député provincial? La campagne ici, même la personne, aujourd'hui, si on organise les élections, quelqu'un peut lui gagner. Je ne pense pas. Et est-ce que la CENI a organisé les élections? On ne va pas refaire le débat sur... Non, j'étais juste en train d'ouvrir une parenthèse que je ferme rapidement. Ok. Je ferme rapidement. C'est pour dire ceci. Il avait perdu les élections. Il fallait se reconstruire. Mais au mois d'avril, il a organisé une conférence ici, masterclass. Ça s'est bien aussi passé. Moi, je pense qu'à un moment donné, on doit se surpasser, voir qu'est-ce que ça va nous apporter, quelle est l'importance de cette œuvre, qu'est-ce que nous allons en bénéficier. Parce que moi, je vous dis, c'est un cadre qui va donner de l'espoir, au-delà de l'espoir, mais qui va donner, comme MAP l'a dit, une boussole. Et ça serait comme des plaidoyers. Imagine, on va faire une conférence et on amène des plaidoyers ici au gouvernorat provincial, national, voire international. C'est pour la jeunesse. Le grand congrès de la jeunesse, on sait qu'au niveau national, au niveau institutionnel, il existe des institutions qui gèrent la jeunesse. Est-ce que ça ne va pas se confondre à ceux qui gèrent la jeunesse au niveau national dans l'État congolais? Non, mais ils seront invités. Quand on dit tout le monde, très souvent, c'est ça aussi le souci, très souvent quand on commence avec des initiatives comme celle-là, la crainte c'est qu'après ça se transforme en mouvement politique. Vous vous retrouvez embarqué à soutenir un candidat X, Y. Est-ce que ce n'est pas ça dont on est en train de voir la naissance aujourd'hui? Non. Croyez-moi, ce n'est pas ça. Parce que penser que le congrès de la jeunesse serait... Ici, j'aimerais juste que l'on enlève d'abord la connotation et qu'on peut accorder à la personne qui gère la fondation. Il a sa vie politique, ça c'est vrai. Il a quelqu'un qu'il soutient, ça c'est vrai. Et moi, lui et moi, nous ne soutenons pas la même personne. Vous voyez? Mais voyons ça dans l'aspect de la génération. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne le fait pas pour nous, mais pour une génération, une classe, c'est la jeunesse. Et si on fait un congrès pareil et que ce que nous avons dit ne s'accomplit pas, alors jugez-nous. Jugez-nous. Mais au lieu de juger avant que l'on commence, parce que moi je vous dis, vous pouvez arriver aujourd'hui, le congrès se fera 2 jours. Premier jour, vous regardez comment ça s'est passé. Si ce n'est pas comme on avait prévu, ne venez pas le deuxième jour. Si le deuxième jour s'est passé de la même manière, traitez-nous rigueur. Comment ça va se passer dans l'organisation? Tout jeune qui nous entend ce soir, donc il peut venir, entrer, participer. Et la participation, ça se passera comment? Est-ce des conférences? Est-ce un congrès où tout le monde a droit à la parole? Comment ça va se passer? Bon, vraiment, il y a 3 thèmes, il y a 3 axes. Mais dans ces 3 axes, vous allez remarquer qu'on va mettre des profils correspondant à chaque axe.
Alors, on va faire même un effort de faire venir même la première personne qui gère le ministère de la Jeunesse. Et alors, on va faire venir dans chaque secteur toute personne. Alors, on aura des ateliers, il y aura des panels, au-delà de panels, il y aura des ateliers, il y aura aussi des échanges. Et tout le monde est invité, mais nous avons des orateurs qui viendront. Alors, l'objectif, ce n'est pas parler dans le vide. Okay. L'objectif, c'est échanger avec les gens qui vivent ces réalités et qui veulent que les choses changent. Pendant qu'on échange, on note, on documente et puis on met quelque part pour donner aux gens qui sont revêtus du pouvoir pour ça. Donc, on va faire genre, pas une conférence, mais un congrès où il y aura des résolutions, il y aura des échanges techniques. Ce n'est pas vraiment superficiel, mais ça sera technique. C'est-à-dire, on échange avec le minier, on échange avec les économistes, on échange avec le monde maraîcher. Est-ce que vous avez des garanties par rapport à toutes ces résolutions qui vont sortir de ce congrès, par rapport à leur application? Est-ce que quand vous allez déposer ces recommandations aux différentes institutions, vous avez un moyen ou de pression ou de garantie, comme j'ai dit tout à l'heure, afin de dire que tout ce que nous allons dire ici, on a l'espoir qu'il y aura une suite? Oui, bien évidemment, parce qu'après le congrès, se mettra en place le conseil provincial de suivi de ces assises-là, de ces résolutions. Ce conseil-là aura pour mission de suivre la mise en place et l'exécution de toutes ces recommandations-là. Ça serait au niveau de la province, c'est au niveau de la province. Et comme ça, si jusqu'à X time, on n'obtient pas la réponse que nous avons voulu, l'on reviendra encore vers vous pour vous parler de ce que nous on a constaté. Mais pour le moment, il y aura vraiment un conseil provincial de suivi de ceci. C'était vraiment prévu. Je parlais tout à l'heure des organisations au niveau national institutionnel qui existent. Et je repose autrement ma question. Est-ce qu'il n'y aura pas de télescopage avec notamment le Conseil national de la jeunesse, qui est une structure étatique qui est mise en place et qui fait presque le même boulot? C'est quoi la démarcation avec celle-là pour qu'on puisse avoir une idée claire de l'importance de ce congrès de la jeunesse? Parce que je signale même en passant aussi que ce jeudi, la ministre nationale de la jeunesse a annoncé aussi qu'elle va faire aussi dans toutes les provinces des sessions d'écoute des problèmes des jeunes afin de les transmettre au niveau central. Est-ce qu'on ne va pas faire la même chose deux fois? C'est quoi la nuance? La nuance, c'est juste d'abord, le congrès n'est pas pris en charge par l'État, n'est pas l'organe étatique. Deuxièmement, le congrès est indépendant parce que ça met tout le monde ensemble. Et troisièmement, la mise en place de ces conseils, ce n'est pas une nomination qui émane du président, mais ce serait la résolution issue du congrès. Et donc, je vous signale, le Conseil national, le Conseil provincial de la jeunesse, national de la jeunesse, le ministère de la jeunesse et toutes ces personnes, ils vont y participer. Et puis, parce que le Conseil national de la jeunesse doivent participer. Le ministre, selon son agenda, va participer. Tous ces organes participeront et à l'issue de ça, on va avoir un conseil provincial de suivi, d'abord pour la province et ensuite pour faire en sorte de déposer toutes ces résolutions. On n'a pas de calcul politique. L'objectif, ce n'est pas de venir prendre le poste de qui que ce soit, parce que moi, je ne peux pas, avec le combat que je mène, venir rêver de mettre en place une structure pour contrecarrer le CNJ ou le conseil provincial de la jeunesse. S'il y a une chose que moi je rêve, c'est prendre la place du président Félix. Donc les autres ne m'intéressent pas. Parmi les trois axes choisis au cours de ce congrès, il y a le premier, c'est le développement durable de nos provinces et pays, de la RDC. Opportunité économique, ça c'est le deuxième axe, opportunité économique et entrepreneuriat de jeunes. Rôle, ça c'est le troisième, rôle déterminant de la jeunesse dans la construction de l'avenir de notre cher pays. Ça fait donc trois grands axes sur lesquels va se centrer ce grand congrès. Ça ne fait pas un peu beaucoup? Bon, voilà pourquoi il y aura 2 jours. Il y aura 2 jours. Voilà pourquoi il y aura 2 jours, parce qu'on a compris qu'en une journée, c'est impossible d'aborder toutes ces... Quelle catégorie de la jeunesse vous cherchez? Est-ce que le créseur, le chégué qui est majeur, est-ce que l'universitaire qui est là, tous seront logés au même endroit et ont droit à accéder là-bas? Bien sûr, on aura besoin de toute la jeunesse. Cependant, nous allons tirer de délégations.
Okay. Nous aurons besoin de délégations de représentants. Parce qu'on ne va pas parler à tout le monde. On n'a pas, je ne sais pas s'il y a là-bas une salle pour accueillir 10 000 personnes, je ne sais pas. Même les centres culturels n'accueillent pas 10 000 personnes à Kinshasa. Mais on va travailler avec les leaders ou les représentants, parce qu'on a peut-être les 13 heures, on aura peut-être besoin de les 4 représentants ou 3. Le moment maraîchère, on prend l'échantillon du moment maraîchère. Les chégués, c'est la jeunesse. Les chégués, c'est la jeunesse. On les prend aussi. C'est comme ça qu'on va prendre toute la jeunesse là, être réunis pour discuter. Chaque personne issue d'une classe parlera de ses expériences, de ses difficultés et ce qu'il pense qui doit être fait là-bas, les difficultés qu'ils font face. Et c'est comme ça que nous allons couler en écrit. Ceux qui veulent y participer, par quel moyen ils se font enregistrer? Est-ce qu'il y a déjà un processus d'enregistrement ou bien on attend le jour J, on se pointe à la porte d'entrée? Je pense que la commission mise en place pour l'organisation y reviendra avec beaucoup de détails. Mais pour le moment, je pense qu'ils peuvent se rendre, pour ceux qui utilisent Twitter, peuvent se rendre dans le compte officiel du président Michael ou bien MAP, parce que j'ai remarqué dans toutes les affiches mises en place, il y a toujours un code QR. Quand ils scannent, ils vont voir tout ce que MAP fait et puis il y a le numéro, ils peuvent... Le moyen de contact. On revoit l'affiche de ce grand congrès de la jeunesse qui aura lieu, je rappelle, le 28 et le 29 novembre prochain. D'ici là, on aura l'occasion, bien sûr, dans différentes émissions, d'y revenir et d'inviter la jeunesse à y être. Moi-même, j'y serai. Très rapidement, pour clôturer cette émission, dans cette dernière minute qui nous reste, le président de la République a eu une dizaine de minutes de retard lors de son retour au pays après sa visite d'État au Kazakhstan. Son avion a été retardé à Ndjili parce qu'il y avait panne d'électricité. Conséquence, les responsables, presque tous de l'aéroport, ont été interpellés. Vous pensez que c'est à qui la faute? Bon, la faute, premièrement, c'est la gouvernance, mais je ne veux pas vraiment polémiquer là-dessus parce que c'est un domaine sensible de la sécurité. Et le président de la République, c'est le symbole de notre État. Moi, je m'oppose à Félix Tshisekedi, mais je ne m'oppose pas au président de la République. Alors, il est celui qui a compris, qui a remarqué peut-être pourquoi il a passé beaucoup du temps dans les airs et il a compris qu'il y a quelque chose de louche et les autres ont été arrêtés. Alors, je ne sais pas. Il a plus d'éléments que nous. Il a plus d'éléments que nous. Pour savoir pourquoi est-ce qu'il fallait les interpeller. Quand bien qu'il ne connaît pas son salaire, ce n'est pas un problème. Monsieur Nathanaël Onokomba, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir décrypté avec nous l'actualité de la semaine. Et cela, on a compris, sans filtre. On sera heureux de vous retrouver prochainement ici dans Politico. L'émission est en rediffusion tout ce week-end. Elle est disponible sur tous nos réseaux sociaux, mais également pour ceux qui veulent la revoir quand et où ils veulent. Elle est disponible sur l'application MyCanal du groupe Canal+. D'ici là, on reste fidèle au programme de Mikuba Télévision. Au revoir.